Bienvenue dans Richissime, le podcast qui parle d'argent et de relations à l'argent de manière simple, décontractée et fun. Je suis Delphine Pinault, je suis money coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à libérer leur relation à l'argent pour accomplir de grandes choses dans leur vie. Ce podcast, c'est mon kiff personnel que vous êtes maintenant plus de 60 000 à écouter chaque mois. J'y partage tout ce que j'apprends quotidiennement sur l'argent depuis plusieurs années, seule au contact de mes invités. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui coince pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer ou de vous limiter. Et surtout, je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est Richissime Podcast en un seul mot, pour des partages, pour des lives avec des invités, des revues de lecture et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Et à ce propos, le mois de mars est entièrement consacré aux entrepreneurs avec 3 nouvelles offres. Un coaching de groupe de 3 mois, un programme live de 2 semaines et une masterclass de 2 heures. Pour en savoir plus sur ces offres, rendez-vous sur richissime.net ou sur Instagram. Dans cet épisode story, c'est Sarah qui est seule derrière le micro. Sarah est issue d'une famille immigrée, pauvre comme elle le dit elle-même, et elle a grandi dans un HLM du quartier populaire de la Madeleine à Nice. Elle est issue d'une famille de 5 enfants avec une maman au foyer, avec un père ouvrier, et elle est fière de ses origines, fière surtout de son parcours, même si elle se décrit comme une anomalie du système et non pas comme un exemple de la méritocratie républicaine. Dans cet épisode, elle raconte avec entrain, avec humour, comment elle est passée du quartier à la Suède, où elle vit actuellement depuis 10 ans déjà, et comment elle en est arrivée à gagner 3 à 4 fois ce que gagnent ses parents réunis, ce que gagnaient ses 2 parents réunis en fin de carrière. Moi, j'aime les récits d'ascension sociale. Pourquoi ? Parce que ça bouscule mes croyances, ça bouscule mes idées reçues, moi qui n'ai pas connu ce type d'ascension. Et surtout, ça permet de déconstruire les discours du type « quand on veut, on peut ». Et ça fait du bien. Sur ce, je vous laisse en compagnie de Sarah. Bonjour, je m'appelle Sarah et aujourd'hui, je vais vous raconter comment, née dans une famille modeste, j'ai réussi à m'élever socialement. Je suis née au début des années 90 à Nice, dans une famille où il y avait déjà 4 enfants. Mon père travaillait et ma mère s'occupait de nous. Mes parents étaient arrivés en 82 depuis l'Algérie et s'étaient installés en France. Et depuis, mon père n'avait jamais cessé de travailler. En fait, il travaillait dans les travaux publics. Une grande partie de la carrière de mon père s'est fait dans ce travail manuel où en fait, il déchargeait les camions d'asphalte et s'assurer de lisser l'asphalte sur la route pour qu'on ait des belles routes ensuite. Sur la toute fin de sa carrière, il a eu une promotion et il était devenu conducteur d'engin. Ça n'avait pas été facile pour lui d'obtenir la promotion pour diverses raisons, y compris des raisons racistes. Mais à terme, mon père avait pu obtenir sa formation de conducteur d'engin et il s'était mis à conduire un rouleau compresseur, ce qui était vraiment salutaire pour lui parce que ça lui avait permis en fait de ménager ses genoux qui s'étaient vraiment endommagés par des années de travail debout, physique et dans une chaleur intense en fait, puisque l'asphalte et l'enrobé renvoient beaucoup de chaleur et en plus, on a grandi dans le sud de la France, donc c'était un travail très difficile. Donc tous ensemble, on vivait en HLM. En fait, moi, j'ai toujours vécu depuis toute petite dans le même quartier, qui est le quartier de la Madeleine à Nice. Mes parents ont déménagé quand j'étais petite dans un HLM plus grand. On a réussi à avoir un appartement plus grand, ce qui était vraiment très apprécié dans la famille. Du coup, en fait, je partageais une chambre avec ma sœur, par exemple. Mes 2 autres sœurs partageaient une chambre et mon frère avait la sienne. Et mes parents avaient leur propre chambre, donc c'était beaucoup plus confortable. Le quartier de la Madeleine à Nice, il faut savoir que c'est pas une cité dans le sens, c'est pas un endroit classé particulièrement chaud. C'est pas un endroit où l'État s'est senti obligé de mettre un commissariat. En fait, il y a plutôt une caserne de pompiers dans le quartier. Et ce n'est pas un endroit qui a bénéficié des politiques préventives de la ville et d'intégration de la ville et ce genre de choses qu'on entend à la radio. Néanmoins, c'est un quartier populaire très largement, puisque en fait, c'est un des quartiers de Nice où les revenus moyens sont les plus faibles. Et au-delà juste du chiffre, moi, la façon dont j'ai grandi quand j'étais petite, c'est parfois difficile à décrire parce que les gens vivent dans une certaine image du quartier populaire selon leur lecture et leur passion, dirons-nous. C'est-à-dire que on peut se trouver en face de gens qui pensent que les quartiers populaires, c'est systématiquement Chicago, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à se faire voler son sac à main à tous les coins de rue,
ça tire à balles réelles ou je ne sais quelle autre idée, ça vend du shit dans tous les halls d'immeubles et autre chose comme ça. C'est évidemment pas du tout le cas là où j'ai grandi et c'est honnêtement pas le cas dans beaucoup de quartiers populaires et même de cités si on écoute les gens qui y ont vécu. Et par ailleurs, des fois, je rencontre des gens qui ont une espèce d'image d'Épinal aussi, en mode, oui, les quartiers populaires, c'est un endroit formidable, où en fait, les gens s'entraident, se soutiennent, ça sent la cuisine algérienne, camerounaise, sénégalaise à tous les paliers. Certes, l'ascenseur ne fonctionne pas, mais que c'est charmant que ces gens puissent faire du sport en montant les escaliers avec leurs courses et ce genre de choses. Des choses que j'ai entendues maintenant que je vis dans un milieu où personne n'a jamais fréquenté un quartier populaire. Je vais vous le dire franchement, la vérité, elle est très largement entre les deux. C'est-à-dire qu'il y avait des vrais beaux moments de solidarité. En effet, comme ma mère était coincée à la préfecture pour renouveler les cartes de séjour, depuis ils sont devenus français, c'était une voisine qui venait me chercher à l'école et qui gentiment me faisait à manger à midi puis me ramenait à l'école après parce qu'elle voulait pas que ma mère revienne me chercher. Elle lui disait, oh bah c'est bon, maintenant que je vais aller à la maison, je suis très contente de m'en occuper. Mais par ailleurs, c'était aussi la possibilité de longues après-midi d'ennui. Parce qu'en fait, dans un quartier populaire, quelque chose qui est un peu significatif, c'est qu'il y a relativement rien à faire en général. C'est des immeubles HLM, des résidences, quelques résidences privées, c'est-à-dire dans le sens des immeubles qui ne sont pas HLM, hein, qui sont loués par des locataires, par des propriétaires privés, pardon. Et puis, pas grand-chose. Il y avait un stade, en fait, mais il était fermé tout le temps. Donc, les jeunes s'acharnaient à couper le grillage pour pouvoir rentrer et jouer au foot parce que c'était un peu la seule activité qu'on avait. Potentiellement, on faisait des tours de vélo dans les parkings et on jouait dans les rues. Mais c'est ça, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, dans ce coin-là. Donc, c'est beaucoup d'ennuis. C'est un collège qui est classé en zone ZEP. Et du coup, ça confronte à des situations qui, à mon avis, sont pas communes, ou en tout cas, j'ai découvert plus tard, n'étaient pas communes de l'adolescence et de l'enfance de plein de gens. Le collège dans lequel j'étais a été tagué plusieurs fois, donc des fois, on est arrivé le matin et en fait, c'était couvert de tags et l'administration savait pas trop quoi faire et repeignait à toute vitesse les immeubles du collège. Il y a eu des histoires tragiques, comme un professeur du collège qui tragiquement s'est suicidé. En fait, on l'a appris le lundi en venant en classe et en se disant « Ah, tiens, le professeur n'est pas là !» Et en fait, au bout de quelques temps, on a appris qu'il serait plus jamais là. Il y avait un ravin derrière là où j'habitais, en fait, parce que le quartier de la Madeleine, c'est en gros un vallon qui est avec des collines de part et d'autre. Et en fait, il y avait ces collines finissaient dans un espèce de ravin. Et un truc qui est très triste et qui s'est passé à l'époque, c'est en fait le décès d'un jeune homme dont la sœur par ailleurs, par exemple, était dans la classe de mon frère et en fait qui est tombé parce que avec des camarades, il jouait par là et il est tombé dans le ravin et il est décédé malheureusement. Et typiquement, en fait, cette espèce d'insécurité un peu, bah vous voyez, en fait, c'était pas Chicago, l'insécurité elle venait pas des gens, elle venait presque plus de notre environnement, quoi. Un autre élément qui est sorti, tu vois, il y a pas très longtemps dans Complément d'enquête, ou même pas dans Cache Investigation, je crois, l'émission de Élise Lucet, qui parlait de ce coin-là. Il y a une rivière qui passe, qui est recouverte par le vallon de la Madeleine, mais pas sur son intégralité. Donc quand on remonte encore un peu plus haut dans la rue, au-delà de là où j'habitais, en fait, il y a une partie de la rivière qui est exposée et qui est particulièrement mal protégée. Et ce recouvrement du paillou, en fait, c'est un sujet depuis que moi je suis gamine, quoi. Et c'est un sujet dont la ville, par exemple, se fout complètement parce qu'on se fout de ces quartiers-là et de ces zones-là, en fait. C'était un truc qui était pointé du doigt par Élise Lucet qui disait, en fait, c'est hyper dangereux, il y a des gens qui se blessent, ça coûte pas bien cher, pourquoi la ville de Nice ne le fait pas? Et Christian Estrosi avait aucune réponse, en fait, à apporter à ça. Donc, c'est aussi ça que d'habiter dans un quartier populaire, c'est d'habiter relativement loin des yeux de plein de gens de pouvoir qui en ont relativement rien à faire de ce qui se passe sur place, à l'exclusion près que ça devienne vraiment trop chaud, ce qui n'était pas le cas là où j'habitais. Donc, du coup, on était relativement dans le manque d'intérêt global par rapport à nos sorts et nos vies. Et un autre truc qui illustre, je trouve, l'aspect financier d'habiter dans ces coins-là,
Au-delà, encore une fois, de l'image d'Épinal de c'était sympa quand on jouait dans la rue et que la grand-mère d'une des copines ouvrait la fenêtre et partageait le goûter avec tous les enfants qui étaient là sans distinction de lesquels étaient les siens et lesquels n'étaient pas les siens. Un truc qui était plus significatif, je trouve, c'est que moi, j'ai grandi dans l'idée que les riches, les nantis, les gens qui avaient réussi, c'était le primeur dans le quartier parce qu'en fait, il possédait sa boutique. C'est-à-dire que nous, notre horizon financier du mec qui avait réussi, c'était ce type-là. Ce qui, en fait, montre que finalement, on a l'horizon financier qu'on a dans son environnement proche, en fait. C'est-à-dire que nous, on se disait pas que les gens qui avaient réussi, c'était Bernard Arnault parce que Bernard Arnault, ça nous parlait pas du tout. C'était le primeur du quartier parce qu'il partait en vacances 2 fois par an et qu'il changeait régulièrement de voiture, quoi. À la maison, ma mère, du coup, s'occupait de nous. Et c'est aussi ce qui fait que pendant des années, j'ai absolument pas eu conscience de notre sort financier. Parce que ma mère se débrouillait extrêmement bien pour faire vraiment beaucoup avec ce qu'on avait. Typiquement, on était 7. On n'a jamais eu l'impression de manquer quoi que ce soit. Ma mère avait des priorités très strictes et très claires, qui étaient notamment l'école pour assurer notre futur, justement, et notre ascension sociale. Elle ne transigeait jamais là-dessus, financièrement non plus. J'ai toujours eu la dernière calculatrice pour être sûre de pouvoir faire des études de qualité comme les autres. Et en fait, ma mère, gérait la finance comme un excellent ministre de l'économie et des finances pour que le budget soit toujours au cordeau. Et ça avait relativement l'air sans effort, parce qu'encore une fois, ça c'est des choses que je peux intellectualiser maintenant que je suis adulte et que j'ai moi-même à gérer mon budget. Mais petite, c'était parfaitement transparent, c'était juste extrêmement bien fait. Et d'ailleurs, elle s'est, en fait, tout ça, son travail était aussi extrêmement important. C'est-à-dire que souvent, on pense que les mères au foyer, c'est aussi, je sais pas, un aveu d'échec des femmes, des gens pas très importants, alors qu'en fait, elle faisait un travail qui était indispensable pour nous, pour la famille. Et en vrai, on peut même étendre ça en disant pour la société, puisque maintenant, nous avons tous fait des études supérieures et nous payons tous bien plus d'impôts que nos parents. Donc clairement, c'est une réussite pour l'État français de ce point de vue-là. En fait, ma mère, elle était lettrée. L'école, c'était hyper important pour elle. Elle avait les capacités de nous aider. Et donc, elle faisait toujours en sorte que tout soit impeccable autour des sujets scolaires. Donc, par exemple, c'était important qu'on fasse les devoirs. Elle s'assurait qu'on ait le dernier matériel, comme j'expliquais. Mes parents faisaient toujours en sorte qu'il y ait des livres aussi à la maison. Moi, en fait, je disais tout à l'heure, ça peut être beaucoup d'ennuis de vivre dans ce quartier. J'ai trompé l'ennui en lisant des quantités phénoménales de livres parce que mes parents se débrouillaient pour qu'il y ait toujours des livres à la maison, soit que c'était des livres qu'ils trouvaient ou qu'on leur donnait, ou alors ma mère m'emmenait plusieurs fois par semaine à la à la bibliothèque municipale, pour que je rende les précédents et en récupère des nouveaux. Et elle avait un regard sur mes lectures et elle lisait des fois des livres que je lisais aussi, parce qu'elle-même aimait beaucoup lire. Notamment, en fait, un truc qu'elle trouvait génial, c'était que quand on avait les listes de lecture de l'école, les livres qu'il fallait lire pour l'école, pour le cours de français, en fait, ma mère, elle les achetait puis elle les lisait aussi. Parce qu'elle trouvait ça formidable d'avoir des listes de nouveaux livres qu'elle pouvait lire. Il y en avait qu'elle connaissait déjà parce que, moi, j'étais le 5e enfant, donc au 5e enfant, elle avait déjà lu Vipère au point et elle avait déjà lu La Chartreuse de Parme 3 fois. Mais il y en avait toujours des nouveaux dans la liste et elle trouvait ça génial, de pouvoir faire ça. Donc, c'était quelqu'un qui, en fait, avait de l'éducation et continuait à faire son éducation aussi. Ce qui bat en brèche un peu aussi cette idée que si t'es pauvre, c'est forcément ton sort, quoi. Moi, pour mes parents, c'était essentiellement lié au fait que ils avaient émigré dans un pays et du coup, ils avaient pris ce qu'ils avaient trouvé. Et d'ailleurs, des années plus tard, quand ma mère, en fait, quand j'ai un peu grandi, ma mère a décidé de reprendre ses études et elle a fait une capacité en droit. Ce qui veut dire qu'en fait, ma mère a fait des études de droit pendant 2 ans parce qu'elle trouvait ça rigolo, tout en s'occupant de sa famille, sa maison et son foyer, où il y avait une fille de 7 ans, moi, donc. C'est pareil, j'ai jamais vu la différence non plus. Ma mère faisait des études, mais à l'époque, c'était tout à fait, transparent pour moi. Parce qu'en fait, ma mère se levait à 5 heures du matin pour écouter les cours qu'elle avait enregistrés quand elle allait en amphi le soir, sur son dictaphone, donc elle les réécoutait pour les mémoriser à 5 heures du matin en faisant le ménage et en préparant le petit déjeuner que nous on allait manger pour se réveiller plus tard pour aller à l'université, au lycée et à l'école pour moi.
Et c'est pareil, en fait, elle mettait aussi le réveil à 5 heures du matin pour écrire les dissertations qu'elle devait rendre. Donc, c'était complètement transparent pour nous. N'empêche qu'elle a fait 2 ans de droit et qu'elle les a réussi et qu'elle a arrêté parce que elle se voyait pas trop continuer. Mais elle aurait tout à fait pu. Ses professeurs étaient complètement partants pour qu'elle continue. Et par ailleurs, c'était une des personnes les plus âgées de son amphi, hein. Donc ça, c'est typiquement ma mère. Et après les études de droit, en fait, elle a décidé de commencer à travailler. Et donc, elle a trouvé du travail dans l'usine qui était sur notre quartier. Une usine classée Céveso, pour vous donner une idée. Elle a commencé à travailler dans cette usine. En fait, depuis assez jeune, surprenamment, j'ai su ce que je voulais faire. Moi, je voulais travailler avec les voitures. En gros, c'est un truc que j'ai hérité à la fois de mon père et de ma mère. Mon père bricolait sa voiture tous les dimanches. Le genre de bricolage de papa, justement. Il regardait un peu le moteur, il déproustait un truc, il faisait le niveau d'huile, il rangeait un peu dans la voiture parce que mon père, il était hyper maniaque, ça lui venait de ses 6 ans d'armée. Donc, il passait l'aspirateur, etc. Et moi, comme je traînais à côté, il en profitait pour me montrer, tu vois, ça, c'est l'alternateur. Et puis, tu vois, alors là, en fait, là-dedans, il y a des cylindres et puis ça bouge comme ça et c'est ça qui fait avancer la voiture. Et c'était fascinant. Et en fait, j'ai pris le goût du truc, quoi. Et donc, je voulais devenir quelque chose autour de mécanicienne. Puis j'ai appris qu'en fait, on pouvait faire des études et fabriquer les moteurs. Et là, c'était extraordinaire. Donc, je voulais devenir ingénieur en mécanique. Et l'héritage que j'ai eu de ma mère là-dedans, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, que ma mère a comme valeur cardinale que les études te font avancer dans la vie. En fait, mes parents, ils croyaient très très fort dans la méritocratie républicaine. Tristement, ils y croyaient très très fort comme plein d'immigrés. Et bon, potentiellement, au fur et à mesure du chemin, on s'est rendu compte que c'était pas exactement ce qui était vendu non plus, que c'était même particulièrement compliqué pour certains aspects. Mais ils y croyaient très fort. Donc, ils voulaient qu'on fasse des études. Donc, ingénieur en mécanique, impeccable. Projet validé. Et donc, j'ai décidé de trouver les meilleurs moyens pour y arriver. Et en fait, par exemple, au lycée, j'ai découvert qu'on pouvait faire une formation, en fait, une option sciences de l'ingénieur dès le lycée pour réussir à se donner les meilleures chances ensuite en prépa et en école. Donc, j'étais ravie de faire ça. Et là-dessus, mon père, par exemple, m'aidait un peu parce que mon père avait des bases de dessin technique. En fait, en Algérie, il avait été chaudronnier, soudeur. Donc, il avait des bases de dessin technique. Donc, c'était lui qui m'aidait pour mes devoirs de dessin technique. Mais en fait, avant d'en arriver là, il s'avère qu'il a déjà fallu se battre au collège pour que j'ai le droit de prendre cette option. Puisque c'était une option qu'aucune fille n'avait jamais pris dans l'histoire de la conseillère d'orientation et du CPE de ce collège-là. Et donc, du coup, ils m'ont rendu un avis défavorable. Donc, ma mère a dû aller sur place et en fait se rendre compte que leur jugement était largement basé sur un préjugé de genre, en fait. Donc bon, elle leur a dit que en fait on ferait quand même bien comme on voudrait et que au bout du compte c'était pas une excuse valable. Donc finalement j'ai pu y aller et c'est comme ça que j'ai atterri au lycée des Eucalyptus à Nice. Et j'ai pu passer 3 ans, en effet, avec très peu de filles en classe et aucune en option d'usinage comme prévu. Et j'ai en fait passé 3 années formidables où vraiment les meilleurs moments de la semaine pour moi, c'était la journée de sciences de l'ingénieur en fait, avec 4 heures de méca le matin et 4 heures d'électronique l'après-midi. Ça, c'était vraiment le meilleur moment de la semaine. Et donc ça m'a mené ensuite à poser mon dossier pour l'INSA Lyon. Et c'est en fait une des rares propositions que j'ai formulées. À l'époque, il n'y avait pas Parcoursup, mais on faisait quand même des vœux. Et c'est un des rares vœux que j'ai formulés. Parce qu'en fait, c'est là où la triste vérité te rattrape un peu. Je voulais devenir ingénieur en mécanique et il y avait un paquet d'écoles qui étaient payantes. Et il y avait un paquet d'écoles où tu allais te faire 2 ans de prépa, tu n'étais pas sûr de ce que tu obtenais au bout du compte et ce que tu obtenais, il allait peut-être coûter de l'argent. Et ça, c'était difficilement envisageable pour mes parents. C'est-à-dire que, en fait, me payer l'école, mais au-delà de ça, me payer aussi mes frais de vie sur place parce que aucune des écoles d'ingénieurs n'est à Nice. Et au-delà de ça, payer pour ensuite mon matériel scolaire, mes allers-retours pour rentrer les voir de temps en temps et tout. En fait, ces 3 éléments-là, ils allaient rentrer dans une incompatibilité. C'était évident que mes parents allaient trouver ça très difficile financièrement. Donc, l'INSA Lyon, en tout cas à l'époque, j'ai entendu dire que ça a changé un peu maintenant, mais l'INSA Lyon, en tout cas à l'époque, c'était une école qui était construite dans cette démarche-là. C'était la démarche de se dire,
En fait, elle avait été créée justement 50 ans avant mon arrivée, dans l'idée que on devait aussi ouvrir les études d'ingénieur aux enfants d'agriculteurs, d'ouvriers, de gens qui n'étaient pas cadres en fait, et qui n'auraient pas les moyens de fournir à leurs enfants la même chose que ce que les enfants de cadres pouvaient obtenir. Et donc, du coup, quand j'ai trouvé ça, en fait, j'ai postulé pour cette école en croisant les doigts très très fort et en espérant très très fort que ça le ferait, parce que c'était ça ma clé pour devenir ingénieur en mécanique. Une école que j'aurais pas besoin de payer et qui me fournirait une éducation correcte pour que plus tard les gens le reconnaissent et me donnent un travail. Et en fait, ça a fonctionné parce que j'ai aussi travaillé très dur pour mon bac, pour obtenir les meilleures notes. Et à l'époque, c'est ce qui comptait aussi dans le dossier. Et en obtenant d'excellentes notes de bac, j'ai pu en fait entrer dans l'école. Une anecdote autour de ça, c'est que à l'époque, je faisais des petits boulots déjà. J'avais 16 ans, donc j'ai commencé à travailler jeune. Et un des petits boulots que je faisais, c'était d'être secrétaire médicale pour le docteur du quartier. Et en fait, quand c'était la période des révisions, il m'a demandé de ne plus rien faire comme travail au cabinet, juste de lui ouvrir la porte quand il y avait des nouveaux patients parce que ça l'aidait, ça lui évitait d'avoir à sortir pendant qu'il était avec un patient. Mais il voulait plus que je fasse de classement des dossiers médicaux, il voulait plus que je rentre les valeurs, etc. Parce qu'il voulait juste que je travaille sur mon bac. Donc c'est un homme que je remercie parce qu'en fait il m'a littéralement payé des semaines entières à réviser l'histoire et il passait voir dans le secrétariat de temps en temps pour me dire bon tu fais quoi là? Bah je suis sur la guerre froide, c'est bien ça peut tomber. Alors du coup il était content, il repartait voir des patients. Donc voilà c'est un élan de solidarité qui a clairement contribué aussi à mon entrée à l'INSA. Arrivé à l'INSA, en fait, c'est la première fois que j'ai rencontré des gens qui étaient pas du même milieu financier que moi. Parce qu'au lycée, ok, c'était pas un lycée de secteur, mais enfin bon, c'est un peu mélangé, j'étais pas interne, je vivais pas avec. Là, je vivais avec des gens qui littéralement partaient à Courchevel en hiver, à Marbella pour se détendre en février, repartaient au ski en avril et trouvaient ça absolument normal. Alors que moi, en fait, je rentrais à Nice quand je pouvais pendant les vacances, que je prenais les billets de train longtemps avant pour qu'ils soient le moins chers possible, et que on faisait surtout ce qu'on pouvait. Et aussi, comme très peu d'étudiants de l'école, je travaillais à côté. Alors j'ai enchaîné plein de boulots plus ou moins pourris, le comptage de voitures étant un des trucs qui vous flingue le cerveau le plus vite parce que c'est inintéressant comme pas possible, et ça paye particulièrement mal, donc je recommande pas. Mais typiquement, ça a été un des premiers chocs. Alors financiers, mais aussi culturels, parce que ces gens-là n'avaient jamais vu un comme moi, et moi, j'avais jamais vu des comme eux. Donc, un des exemples typiques, c'est aussi tout le bagage culturel que l'argent vous apporte, et que malgré les bonnes intentions de mes parents, en fait, ils pouvaient juste pas mettre sur la table. Un truc tout bête, j'ai fait section théâtre-études à l'INSA, et en fait, dans cette section théâtre-études, le premier devoir que la coordinatrice de théâtre nous a donné, c'était de décrire une pièce qu'on avait vue, de raconter un souvenir de théâtre. Mais moi, j'y étais jamais allée, en fait. Moi, j'avais lu toutes les pièces classiques, toutes. Entre la bibliothèque municipale et ce que mes parents ramenaient à la maison, vraiment, Racine, Molière, Corneille et tous les grands auteurs classiques, je pouvais faire des fiches de lecture. Par contre, j'avais jamais mis les pieds dans un théâtre. Beaucoup trop cher, beaucoup trop loin. Ça avait même jamais traversé l'idée de qui que ce soit. Du coup, je lui ai raconté un souvenir de manif. Un truc d'ouvrier politisé, n'est-ce pas? Et elle a pas eu l'air de m'en tenir rigueur. Elle a pas fait de commentaires, donc je me dis que ça a dû lui plaire. Je lui ai raconté une scène que je trouvais théâtrale une fois dans une manif. Et donc c'est ça aussi le décalage et ce qui se passe en fait entre être né riche et être né pauvre. Si on enlevait aux riches leur argent, il resterait quand même tout leur carnet d'adresses et tout le bagage culturel qu'ils apportent à leurs enfants. Et ça, pour moi, ça a fait des différences à tous les moments dans mes études d'ingénieur. C'est pour ça qu'il y a aussi un souci avec la méritocratie républicaine. Quand j'ai dû trouver des stages, moi, j'ai vraiment galéré à trouver des stages. J'ai dû taper à des portes et j'ai dû appeler des gens. Eux, ils sont allés bosser dans l'usine de leur père. Ils sont allés bosser la fois d'après comme techniciens dans en fait l'usine de leur oncle cette fois-ci. Donc en fait, ils avaient des contacts partout et ils pouvaient choisir à volonté. Moi, j'ai à chaque fois dû passer par les sélections, passer par la wildcard à Roland-Garros parce que j'avais pas mon pass pour rentrer. Bon, au bout du coup, ça empêchait pas, mais alors après, c'est sûr que ça fait rire quand on entend des gens parler de la magie de l'usine. C'est sûr que quand on fait un stage ouvrier dans l'usine à papa et qu'on bricole 2 trucs dans le mois
versus moi qui ai vraiment travaillé sur une chaîne de production, c'est pas la même histoire. Au bout du compte, on a tous eu le même diplôme. Alors, pas avec comme je disais, les mêmes difficultés, mais on a quand même tous eu le même diplôme et je sors de l'INSA en 2012. Et je commence à travailler dans un labo de recherche de l'INSA. Un labo de recherche qui, notamment, m'avait donné du travail à la fin de mes études parce qu'un de mes profs avait découvert qu'en fait, comme je bossais à côté de mes études, je commençais à vraiment fatiguer. Et il m'a proposé, du coup, de bosser à la place dans le labo de recherche, faire un truc intéressant et qui était pas loin. C'était une super idée. Et je suis du coup restée dans le labo de recherche directement après mes études pour continuer à les aider en tant qu'ingénieur d'essai. Et en fait, la recherche, finalement, ça m'a pas convenu si bien que ça. Je suis contente et pleine de gratitude pour l'opportunité qui m'a été offerte, mais pour plein de raisons, ça me convenait pas, y compris des raisons aussi sexistes en fait. C'est-à-dire que le milieu de travail était vraiment compliqué quand on est une jeune femme et qu'il y en a vraiment par ailleurs pas beaucoup d'autres. On commentait mes tenues, je pouvais me faire pourrir par la personne qui finançait nos recherches parce que il paye, donc il dit ce qu'il veut. Donc ça m'a paru très difficile, surtout que j'avais fait un petit tour en Suède déjà pendant mes études. J'avais étudié 1 an en Suède et je m'étais rendu compte qu'il y avait tout un autre schéma de vie ailleurs. Et en fait, une fois qu'on le voit, c'est difficile de plus le voir. Donc en rentrant en France, c'était plutôt le choc en fait. Le sexisme ambiant qui était normal était devenu complètement à me crever les yeux. Et du coup, en fait, j'ai fini par démissionner de ce poste-là. Et j'ai fait mes valises et je suis partie en Suède, comme ça, avec en fait pas de proposition d'emploi, mais les économies que j'avais mis de côté en ayant travaillé 1 année. Et en fait, c'était mon premier travail. Et du coup, en fait, j'avais continué à vivre comme je vivais avant comme étudiante. Donc, j'avais mis vraiment plein de sous de côté de ce premier travail parce que, bon, la recherche, c'est pas le boulot le mieux payé du monde. Mais quand on n'a pas l'habitude d'avoir des sous, il y a 2 états d'esprit. Il y a ceux qui dépensent tout d'un coup parce que ça les réconforte ou ceux comme moi qui ont toujours peur de manquer et qui passent leur temps à faire l'écureuil. Et du coup, j'avais fait l'écureuil pendant 1 an. En plus, ma sœur m'avait aussi donné de l'argent pour mon départ. Et du coup, je suis partie avec mon petit pécule en me disant, je suis de bonne volonté, je vais bien trouver du travail en Suède. Ce qui est marrant parce que, en fait, c'était déjà le parcours de mes parents qui étaient partis en 82 d'Algérie en se disant, on est de bonne volonté, on va bien trouver du travail en France. Donc, on doit avoir l'immigration dans le sang, dans la famille. Et du coup, j'ai trouvé du travail en Suède, au début des petits boulots, c'est-à-dire que j'ai travaillé comme assistante de langue dans une école française. J'ai eu des petits boulots comme ça. Et en fait, au bout de 10 mois, en ayant compris la valeur du réseau, j'ai créé mon réseau en Suède et j'ai fini par trouver du travail comme ingénieur. Et justement, c'était mon premier boulot d'ingénieur en mécanique, le Saint Graal. Dès ce premier emploi en Suède, en fait, je gagnais déjà plus que mon père à la fin de sa carrière. Et ça, ça a toujours été un peu particulier. Ça a notamment justifié le fait qu'il faille que j'apprenne une gestion de l'argent que je ne connaissais pas du tout par ailleurs, parce que typiquement, en fait, dans la famille, on n'avait pas autant d'argent. Et là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, je gagne peut-être 3 à 4 fois ce que mon père gagnait à la fin de sa carrière, voire ce que mes parents gagnaient en combiné, même quand ma mère avait ses missions d'intérim. Ce qui est très bizarre à dire et très bizarre à ressentir, parce que j'ai 30 ans et mes parents ont travaillé toute leur vie. Clairement, j'aime pas que mon parcours soit utilisé comme un élément pour prouver la méritocratie républicaine, parce que clairement, ça a été beaucoup de batailles pour y arriver, et surtout, je suis une anomalie statistique. En fait, il y a très peu d'enfants, d'ouvriers qui deviennent ingénieurs. Il y a très peu de personnes qui font le moins de saut de classe. C'est pas un manque de volonté, en fait. Il y a vraiment tellement d'obstacles sur le chemin. Ça prend tellement de volonté, à la fois de la part des parents, de la famille tout entière et de la personne en question, que c'est normal qu'on soit des anomalies statistiques dans le schéma actuel. C'est le schéma qui marche pas, en fait. Et donc, c'est quelque chose que je voulais décrire en vous racontant mon histoire, vous expliquer que, en fait, l'histoire de celui qui était pauvre et qui devient riche, c'est pas l'histoire d'un système qui a réussi, et c'est pas non plus l'histoire de quelqu'un qui est particulièrement méritant ou qui s'est particulièrement illustré. En fait, c'est l'histoire d'un groupe qui s'est battu ensemble, une famille en l'occurrence, et aussi probablement de coups de chance à certains moments qui font que c'est rendu possible. Et ce que j'aimerais qu'on change très largement, c'est d'éviter que ce soit lié à ça, lié à l'énergie de groupe
et au coup de chance. En fait, cette idée qu'on a qu'il faudrait qu'il y ait une méritocratie, qu'il faut qu'il y ait une espèce d'ascension sociale possible et de mouvement possible entre les classes sociales, il faudrait qu'on se dévoue pour la rendre véridique, la rendre réelle, avoir une véritable égalité des chances. Et c'est pour ça que je vous ai raconté mon parcours. Et c'est pour ça notamment que j'ai pointé du doigt que c'est une question d'argent, de culture et aussi une question de réseau. Et tant que ces 3 éléments sont des éléments constitutifs de la réussite professionnelle et financière de quelqu'un, et en fait, les riches auront toujours une longueur d'avance sur les pauvres. Et c'est à l'État de corriger ça. Et puis surtout, il y a un petit élément qui change tout. C'est-à-dire que moi, ma réussite professionnelle, je l'ai faite dans un autre pays, en Suède. La question de est-ce que j'aurais dû ou pu réussir en France, elle se pose vraiment très souvent et j'ai pas forcément la réponse formelle pour plusieurs raisons. Je suis encore une fois complètement une anomalie, complètement une licorne, comme je le dis dans Power ta carrière, mon entreprise de coaching féministe. Je suis une femme pauvre issue de l'immigration dans l'industrie mécanique. C'est une improbabilité des plus totales. Et ça, en France, on fait plus payer aux gens leur improbabilité. On leur fait plus payer le fait qu'ils soient hors du modèle et hors du groupe. Et je pense honnêtement, aujourd'hui, je suis stratège en entreprise, donc j'ai une position exécutive dans une grande entreprise d'automobile. Et je pense sincèrement qu'à 30 ans, pour une femme en France, c'est rigoureusement impossible. Alors en plus, s'il s'agit d'une femme racisée ou issue de l'immigration, je suis pleinement convaincue que ce n'est pas possible. Et c'est aussi ce genre de choses qu'il faut éviter pour éviter de gâcher du talent et de passer à côté de profils qui, en fait, apportent via leur diversité des éléments importants à la réussite d'une entreprise et d'une société. Merci à tous ceux qui ont écouté Sarah jusqu'au bout. Si son énergie vous a plu, sachez que vous pouvez retrouver Sarah sur Instagram. Elle a un compte avec plus de 20 000 abonnés qui s'appelle Power ta carrière. Alors, pour être plus précis, c'est power_ta_carrière. Elle y parle notamment d'empowerment au féminin. Mot qui a été traduit d'ailleurs, qui est traduit par empouvoirment, que je trouve assez horrible comme mot. Moi, je préfère les anglicismes, mais je préfère dire empowerment. Si vous avez envie de prolonger la discussion sur cet épisode et sur tous les autres, je vous invite à me rejoindre dans le podcast club de Richissime. Ce sont des réunions bimensuelles, des discussions autour des thèmes des épisodes. C'est sur abonnement et sans engagement. Et je voulais aussi vous annoncer que le mois de mars sera entièrement consacré aux entrepreneurs avec 3 nouvelles offres que je lance, un nouveau coaching de groupe de 3 mois que j'ai appelé Fast and Serious, une masterclass de 2 heures sur le pricing que j'ai appelé à tout prix et un programme de 2 semaines en live sur la façon dont vous pouvez construire un business à 6 chiffres simplement et avec du plaisir que j'ai intitulé Self-Made. Pour en savoir plus sur l'une de ces 3 offres ou les 3, rendez-vous sur Instagram ou sur le site internet richissime.net, rubrique Mes programmes. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.